Est-ce la fin pour Pfizer ici? Donc, elle a publié ses résultats financiers ici, il me semble bien. Le marché n'a peut-être pas apprécié ces derniers-là. Bon, toujours ici, je pense qu'on a toujours l'impact du Covid ici. Rappelez-vous que j'ai fait une autre analyse sur Pfizer il y a quelques temps ici. Donc, on n'est pas vraiment étonné de la situation actuelle. Ce n'est pas une entreprise qui se paye également à des multiples très élevés. Il y a également des brevets qui arrivent à expiration sur certains segments. Donc, la stratégie claire de Pfizer ici est de faire des acquisitions. OK? Par rapport aux revenus ici, sur les dernières années, on voit ici clairement qu'on a une décroissance en termes de revenus, mais là, on revient plutôt à une certaine normalisation. Donc, Pfizer va peut-être avoir tendance à revenir à peu près sur des revenus de 49 à 50 milliards par là. En omettant ici les acquisitions, l'impact des différentes acquisitions, bien l'impact ici des différents médicaments qui arrivent à expiration ou bien également ceux qui vont entrer sur le marché. OK? La marge brute ici, normal qu'elle va chuter parce que pendant mais elle chute un peu, la chute est un peu plus violente que d'habitude. D'accord? Parce qu'elle a des marges ici de 60%, de 81% en moyenne. Aujourd'hui, elle se retrouve à avoir du 60%, 58%. C'est un peu. Ça veut dire que c'est compliqué en ce moment. On va le dire comme ça. Mais est-ce que les marges EBITDA suivent? Et si également les marges EBITDA vont dans le même sens? Donc, il faudrait vérifier dans les rapports financiers qu'est-ce qui explique cette variation au niveau des marges là. Normalement, on devrait se retrouver aux alentours d'une quarantaine de pourcents. Donc, ensuite, on va comparer les net income qui chutent également. Ne vous attendez plus à ce que cette compagnie rapporte une trentaine de milliards en termes de bénéfices nets. Ici, c'était tout simplement exceptionnel. Parce qu'en moyenne, ici, c'est un business qui rapporte à peu près 8 milliards par là. Or, dernier trimestre, c'est à peu près 2 milliards. Attention, maintenant, la dernière année, c'est à peu près 2 milliards. En termes de free cash flow ici, on a eu, je pense, c'est 2022, ça n'a pas encore été ajusté. En termes de free cash flow ici, je pense qu'on a eu quelque chose alentour ici de 8 milliards, justement. Donc, il faut ajuster ceci avec les free cash flow. Donc, quand on va étudier cette compagnie-ci, on va toujours vérifier si les net income et les free cash flow parlent le même langage. D'habitude, ici, les free cash flow sont plus élevés. Donc, ça peut représenter la véritable rentabilité de ce business-ci. Extrapolons un tout petit peu. Vous avez un business qui peut rapporter... Enfin, quand vous allez analyser cette compagnie, quelle est la stratégie du management? Quels sont les objectifs en termes de free cash flow sur les années à venir? Est-ce que vous pensez qu'ils vont pouvoir atteindre ces objectifs-là? Et d'où est-ce que ça va provenir? D'où est-ce que cette croissance-là va provenir? OK. En date d'aujourd'hui, on ne peut pas vraiment la comparer aux résultats de l'année précédente ni sur les deux dernières. En tout cas, à partir de 2019 à 2023, c'est un peu difficile la comparaison. OK, peut-être qu'à partir de cette année-ci, on pourrait maintenant, quand vous comparez à peu près les résultats de cette compagnie, regardez toujours par rapport à 2019, s'il y a une évolution ou bien une baisse drastique. D'accord? Mais je peux constater ici qu'avec des marges brutes moins élevées, on a eu des free cash flow à peu près aux alentours de 8 milliards par là. Enfin, moins élevés que ces free cash flow sont de 5 milliards en moins. Enfin, par rapport à ce qu'on a d'habitude ici, on a 5 milliards en moins. Qu'est-ce que le management prévoit faire par rapport au free cash flow à l'avenir? Le nombre d'actions, est-ce qu'il augmente ou diminue? On a ici un nombre d'actions qui est plutôt stable ces dernières années, même s'il avait tendance à diminuer. Dette nette sur EBITDA, ici, on voit qu'on a une dette nette sur EBITDA aux alentours de 1,8. Est-ce que la dette nette sur EBITDA est plus élevée parce que l'EBITDA augmente, l'EBITDA diminue, ou bien parce que la dette augmente? On a une dette nette ici aux alentours de 19 milliards. Si on a des free cash flows aux alentours de 10 milliards, 10 à 13 milliards par an, on peut repayer la dette nette ici en moins de 2 ans. OK? Donc, pour le moment, ça ne me dérange pas ce niveau d'endettement-là. Du point de vue multiple de valorisation pour ce business-ci, on ne paye pas plus de 15 fois les bénéfices. Et encore, les années s'attendent ici à des free cash flow moins élevés en 2024. Et on reviendra à une certaine moyenne à partir de 2026. OK, tant mieux ça se réalise ici. Mais dites-vous qu'il est difficile ici de forecast les free cash flow sur les dernières années. Quand on regarde à peu près à ce niveau-ci, sur une période de 2 ans, où est-ce que ça... Voilà. Ici, vous voyez que 2019-2020, la comparaison est un peu compliquée. Mais d'habitude, c'est un business qui avait tendance à être assez prévisible. Si on prend les bénéfices nets ajustés, qui pourraient à peu près être similaires au free cash flow ici, on s'attend à peu près à des bénéfices nets aux alentours de 2,85 en 2026. Est-ce que c'est une évolution ou une réduction des attentes précédentes? C'est une réduction des attentes précédentes. Et une grosse réduction même. Parce que quand on a 3,47 à 3,85 ici, je pense que quand je compare les deux ici, ça fait à peu près 2,85 divisé par 3,47. Donc, on a une réduction ici à peu près de près de 18% en moins. Même chose pour les bénéfices nets attendus en 2025.
Même chose également pour ceux attendus en 2024. Ça veut dire qu'on est de moins en moins optimiste. Donc, il faut faire attention avec ces multiples de valorisation. Ça peut également changer très rapidement. En tout cas, pour le moment ici, même si vous prenez une certaine normalisation des résultats, vous allez trouver à peu près un bénéfice à peu près similaire. Mais attention, normaliser les résultats sur ce type d'entreprise, c'est un peu compliqué parce que rien ne vous dit que les activités passées seront les mêmes que dans le futur parce qu'on a, on a des brevets qui arrivent à expiration, il y a peut-être des médicaments qui vont moins bien se comporter. Bref, il y a beaucoup d'inconnus ici. Moi, j'aime pas ce type d'entreprise. Les pharmaceutiques, je ne les aime pas du tout. Je préfère dans le secteur de la santé, les vendeurs d'instruments, les laboratoires d'analyse, d'accord, ou bien des entreprises ici comme MedSpace. Je ne sais pas si vous connaissez. Très belle entreprise. Mettez-la dans vos watchlist. OK? Mais ce genre d'entité, ça me dérange beaucoup. OK? Parce qu'on ne peut pas savoir, est-ce que demain, on ne va pas trouver quelque chose à la Novo Nordisk et auquel cas, on va se retrouver avec des estimations à 10, 20, 30 dollars l'action. Je n'en sais rien du tout. En tout cas, à l'état actuel des choses, je ne paye pas des multiples de valorisation assez élevés pour cette compagnie. Donc, je dirais qu'à 10 fois les bénéfices, elle est correctement valorisée au prix actuel. Maintenant, si je l'achète, c'est par rapport au dividende actuel et en sous-entendant que l'entreprise va avoir tendance à maintenir les free cash flow aux alentours de 13 milliards pour les années à venir. Est-ce qu'en lisant les rapports financiers, j'aurai à peu près cette conviction-là? Ça va dépendre. Enfin, on verra. OK? À l'état actuel des choses, je pense que c'est une compagnie qui paraît sous-évaluée. Mais pour bien savoir si elle est sous-évaluée, il faut vérifier qu'est-ce qu'elle a dans les pipelines et est-ce qu'elle arrive à livrer la marchandise, surtout pour les nouveaux médicaments qui sont sortis dernièrement. Est-ce que les revenus augmentent de plus en plus? D'accord? Du point de vue dividende ici, pour le moment, elle peut le verser. Elle a les moyens de le faire. Mais il faut faire attention. OK? Donc, comme je l'ai mentionné ici, regardez les pipelines et surtout les médicaments en phase d'approbation ici, histoire de voir s'il peut avoir un certain impact. Mais faites attention parce qu'ils sont toujours très optimistes. Bref, vous pouvez comprendre, c'est un secteur que moi j'évite parce qu'il y a souvent trop d'inconnus selon moi. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. En lien dans la description de la vidéo, vous avez les notes d'analyse ainsi que la top newsletter où je partage vraiment des analyses sectorielles. OK? Donc, par exemple, sur les notes d'analyse, je ne vais jamais mentionner Pfizer. Ce n'est pas un type d'entité qui nous intéresse. OK? Je lui souhaite bonne chance. Je souhaite bonne chance à tous ceux qui ont du Pfizer ici. Mais même si vous me versez un dividende de 10% ici, ça ne va pas m'intéresser. Il y a trop d'inconnus selon moi. OK? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci.